Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Anaïs se fait des films, le podcast où l'on envoie valser toutes les conventions du journalisme ciné. C'est quoi un chef opérateur? À quoi ça sert? Est-ce qu'il vaut mieux dire chef opérateur ou directeur de la photographie? Quels chefs-op ont révolutionné les conventions du cinéma? Ça change quoi de tourner sur un film en noir et blanc? Qu'est-ce que ça fait d'être chef-op sur un film qui parle d'un chef-op? Pour répondre à toutes ces questions, cette semaine, j'ai invité David Chambille en studio. C'est un directeur de la photographie français qui a collaboré notamment avec Bruno Dumont, par exemple sur les films France, Jeanne ou L'Empire, qui est selon moi un énorme banger, ou Stéphane Demoustier, c'est lui qui a fait l'image de son prochain film, L'inconnu de la Grande Arche, et c'est également lui qui se cache derrière les images de Nouvelle Vague, film de Richard Linklater, en salle cette semaine. Après notre discussion, à la fin de cet épisode, je vous parlerai aussi des films que j'ai vus récemment et je vous donnerai mes petits updates sur la saison des Awards. Mais avant ça, parlons un peu photographie. En 1980, Shining de Stanley Kubrick débarque enfin en salle après un tournage long et compliqué. Le film, que vous connaissez peut-être et auquel on avait consacré un épisode d'Amis, est terrifiant et époustouflant visuellement. Parmi ses plans les plus emblématiques, il y a ceux du petit Danny en train de faire du tricycle dans les couloirs déserts de l'hôtel Overlook. Dans cette séquence qui paraît interminable, la caméra le suit au ras du sol avec une fluidité parfaite, alors que les roues passent du parquet au tapis, du parquet au tapis. Cette musicalité répétitive, associée à la course très rapide de la caméra et à son positionnement si particulier, crée une sensation aussi envoûtante qu'oppressante. Plus tard dans le film, Danny et son père s'élancent dans une course-poursuite effrénée au milieu d'un labyrinthe enneigé. Là encore, les mouvements de caméra sont d'une fluidité impressionnante et créent une immersion qui, plus de 30 ans plus tard, fait toujours son petit effet. Ces images qui ont marqué l'histoire du cinéma n'auraient pas été possibles sans le travail d'un certain Garrett Brown. C'est un chef opérateur qui a inventé, au début des années 1970, un dispositif révolutionnaire, le Steadicam, qui permet de stabiliser la caméra et de supprimer les à-coups et autres tressautements à l'aide d'un harnais qui est porté par le cadreur, notamment dans les longs travelling, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout le vocabulaire cinématographique, les longs déplacements de la caméra. Garrett Brown, après avoir utilisé son invention dans une poignée de films, notamment Marathon Man et Rocky, reçoit un Oscar technique en 1978, et c'est à ce moment-là que Kubrick, qui démarre la production de Shining, l'appelle pour venir tourner ces fameux plans très complexes et inédits. Sur le tournage, Garrett Brown va devoir mettre son dispositif à l'épreuve. Il va dire qu'après une première journée de tournage avec Stanley Kubrick, il a réalisé que le mot « raisonnable » ne faisait pas partie du vocabulaire du réalisateur, et il va donc devoir redoubler d'ingéniosité, notamment en filmant les séquences du couloir de l'hôtel, assis sur une chaise roulante. Si je vous parle de Shining depuis tout à l'heure, c'est parce que c'est un cas d'école pour comprendre le métier de chef opérateur. Le chef-op, c'est celui qui va aider le réalisateur à mettre en œuvre sa vision et en images. C'est lui qui va déterminer les cadres, la lumière, le placement de la caméra ou le choix de l'objectif. Et il peut aussi être cadreur, c'est-à-dire porter lui-même la caméra. Je dis lui car directeur de la photographie reste la profession la plus masculine de l'industrie du cinéma, parce qu'historiquement, le métier a été considéré comme trop technique ou trop physique pour les femmes, même si c'est en train de changer. Mais il y a quelques années, j'avais interviewé Maryse Alberti, une pionnière du métier qui a travaillé avec Todd Haynes à ses débuts et qui a aussi réalisé la photographie de Creed, de Ryan Coogler. Et elle m'avait dit qu'au début de sa carrière, un producteur lui avait dit « Mais tu vas réussir à porter toutes ces grosses lumières ?» Et elle avait respiré un grand coup et elle lui avait dit « Non mais en fait moi je choisis quelles lumières on va utiliser mais c'est pas moi qui vais les porter. » Je l'avais trouvé assez cool. Mais il aura quand même fallu 89 ans pour qu'une femme soit nommée à l'Oscar de la meilleure photographie. C'était Rachel Morrison en 2017 pour le film Mudbound. C'est aussi elle qui a fait la photo de Black Panther d'ailleurs. Et aujourd'hui, je dirais que beaucoup de mes directrices de la photo préférées sont des femmes. Je pense déjà à Agnès Godard qui a fait le sublime Beau travail de Claire Denis, mais aussi Hélène Louvard ou Claire Maton. Chef opérateur, c'est plutôt un métier de l'ombre, mais il y en a certains qui sont devenus particulièrement célèbres. Je pense notamment à Roger Deakins, oscarisé 2 fois, pour 1917 de Sam Mendes, le film de guerre en plan séquence, et Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Il a aussi travaillé sur Skyfall, toujours de Sam Mendes, Le Village de M. Night Shyamalan et de nombreux films des frères Coen. Mais avant Roger Deakins, et même avant Garrett Brown, il y a aussi eu Raoul Coutard. Raoul Un chef opérateur emblématique de la Nouvelle Vague qui a collaboré avec Truffaut, Demy et Godard. Son travail sur À bout de souffle, au hasard, a profondément marqué l'histoire du cinéma. Et on peut d'ailleurs le découvrir, Raoul Coutard, en tant que personnage dans le film Nouvelle Vague, réalisé par Richard Linklater, en salle cette semaine. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol.
Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant. Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. On n'aura jamais J.T. Burger. I never even said that I'd do the picture. Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Vous vous en souvenez peut-être, le film était en compétition cette année à Cannes et je vous en avais déjà parlé dans un des premiers épisodes de ce podcast où j'avais pu interviewer Linklater lui-même, dont je suis très très fan. La spécialité de Linklater, qui est un cinéaste texan, c'est le hangout movie, c'est-à-dire des films où on traîne avec des personnages souvent excentriques qui vont juste déambuler dans les rues et papoter. C'était le cas dans la trilogie Before Sunrise, Sunset et Midnight. C'est aussi le cas dans Everybody Wants Some, que je vous recommande très chaudement. Et c'est aussi la sensation qu'il voulait donner à Nouvelle Vague, un film qui raconte le tournage d'À bout de souffle de Godard. Ce qu'il voulait, c'était qu'on ait l'impression de traîner avec Godard, Belmondo, Coutard et les autres. Personnellement, j'ai trouvé ça très réussi et j'ai été très impressionnée par sa capacité à réaliser un film entièrement en français et aussi à parler de Godard et de la Nouvelle Vague sans se prendre au sérieux et en évitant toute forme de pastiche. Nouvelle Vague, en fait, c'est plutôt une comédie, un vrai feel-good movie et une déclaration d'amour à l'une des périodes les plus inventives, fécondes et bordéliques de l'histoire du cinéma. C'est en salle en ce moment, c'est inratable. Et pour en discuter, j'ai voulu inviter en studio David Chambille, le chef opérateur du film. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes chef opérateur. Vous avez travaillé notamment avec Bruno Dumont, Stéphane de Moustier, Gaël Morel et Richard Linklater, puisque vous étiez le chef opérateur de son dernier film, Nouvelle Vague. Récemment, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, le métier de chef opérateur exactement ? La réponse la plus évidente, c'est accompagner le réalisateur sur l'aspect photographique, visuel, le cadre, la lumière. Mais c'est aussi un relais de mise en scène. Donc c'est avant tout pour moi comprendre un film, comprendre une personnalité de réalisateur et un style. Et d'adapter le contexte de production, le contexte des décors, des acteurs et du scénario, d'adapter tout ça avec les outils techniques, le budget, les personnalités des gens qui constituent l'équipe et de le faire concorder avec les envies du metteur en scène. Donc vous avez un rôle qui est à la fois créatif, puisque vous allez déterminer avec le metteur en scène, le réalisateur, le look du film. Un travail aussi technique, puisque c'est vous qui allez tenir la caméra. Et un travail managérial aussi, puisque vous allez avoir une équipe en fait de techniciens, j'imagine, pour tout ce qui concerne la lumière, etc. Ouais, exactement. L'équipe image est un peu la plus grosse, avec l'équipe déco, on pourrait dire, la plus grosse sur un tournage de film. Je parle en volume humain. Il y a l'équipe d'électriciens qui s'occupe des projecteurs, tout ce qui est un peu électrique, lumière. L'équipe de machinerie qui s'occupe des constructions, des mouvements de caméra, des accroches, que ce soit pour les projecteurs ou pour les moyens de prise de vue quand c'est sur des véhicules, des choses comme ça. Et l'équipe caméra qui gère les objectifs, les différentes caméras, les rushs, etc. Enfin, je dirais même qu'avant de gérer ça en tant que manager, il faut déjà les choisir, les réunir et créer une ambiance, un peu une synergie entre tout le monde qui corresponde aussi à la personnalité du réalisateur, savoir s'entourer des bonnes personnes, des bons états d'esprit et aussi des compétences techniques. Après, il y a une part un peu plus de l'ombre où il y a un petit peu que moi, entre guillemets, qui sait ce qui se passe. C'est sur le choix des réglages, le choix quand on est purement dans les réglages techniques pour faire le look, ou le choix d'une optique plutôt qu'une autre, ou d'une caméra, ou d'une utilisation d'une caméra, alors il y a plein de trucs, les projecteurs, des outils de cadrage. Donc là, il y a vraiment une part purement technique, je dirais. Et il y a effectivement la part la plus importante qui est de tisser un lien avec que ce soit le chef déco, les costumes, le metteur en scène évidemment, le son, pour essayer que les envies d'image ne soient là que pour confirmer un style, quoi. Parfois, ça peut être aller dans une direction plus minimale ou essayer même de faire des choses qui ne sont pas immédiatement belle. Enfin, je veux dire, en tout cas, le travail consiste pas juste à faire de la belle image, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est plutôt une image juste, comme dirait Godard. Moi, je trouve que c'est surtout une compréhension un peu humaine de là où le projet doit aller, quoi. On dit parfois chef-op, parfois on dit directeur de la photographie. Est-ce que vous utilisez les deux de la même manière ? Vous avez une préférence ? Ouais. Bon, moi, je suis comme Storaro. Je pense que le mieux, c'est cinématographeur.
Il n'y a pas l'équivalent français, donc c'est vrai qu'on se débat un peu entre chef opérateur et directeur de la photo. Dans les deux cas, je trouve que c'est pas des mots très beaux, c'est des mots un peu compliqués à utiliser. On utilise plus couramment chef opérateur, mais c'est plus parce que c'est rentré dans le langage courant. Directeur de la photographie, c'est un peu ronflant, mais en même temps, c'est plus vrai par rapport au travail. C'est vraiment l'idée de chapeauter le traitement de la photographie, quoi. Ouais. L'aspect créatif est plus fort, j'ai l'impression, que dans chef opérateur qui évoque un métier technique, mais pas forcément tout ce que ça va susciter aussi en termes de prise de décision créative. Et puis chef opérateur, c'est aussi issu de l'époque où il y avait les assistants, l'opérateur qui tient la caméra et le chef opérateur qui gère un peu cette équipe-là. C'est vrai qu'il n'y a pas le mot, le vrai beau mot spécifique au cinéma, quoi. Bon, la prochaine fois, je dirais cinématographeur. Comme ça, au moins, je serai au point. Quand un réalisateur vous contacte ou une réalisatrice, est-ce que on vous dit tout de suite, moi j'aimerais tourner comme ça avec telle caméra par exemple, tel look, ou est-ce que vous avez une grande liberté de choix sur l'image ? C'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça dépend complètement de la personnalité du metteur en scène. Il y a des metteurs en scène où je sens qu'ils ont réfléchi leur film déjà avec certaines envies, beaucoup de références. Parfois même, certains réalisateurs ont des compétences techniques. Ils me parlent d'objectifs, de caméras avec des envies particulières. Et d'autres pour qui c'est vraiment ils sont complètement étrangers à ça. Et ce qui pour moi n'est pas un problème parce qu'on trouve d'autres terrains d'entente, d'autres terrains de discussion. Ils vous font confiance. Et ils me font confiance, mais c'est surtout qu'on arrive à traduire leurs mots ensemble. En fait, même je dirais que je préfère ça, c'est-à-dire que parfois on tombe un peu dans des écueils ou dans des effets de mode, c'est-à-dire que quand on veut aller avec telle caméra parce qu'on en a entendu parler sur tel film ou qu'on veut tourner en pellicule parce que Paul Thomas Anderson tourne en pellicule ou voilà, des fois en fait c'est presque des envies ou des superstitions et je trouve que c'est bien de pas parler de ça en premier, quoi, plutôt de parler de l'histoire, plutôt de se promener sur les décors, d'appréhender un peu le film dans son ensemble, plutôt que d'avoir des idées un petit peu préconçues sur la solution technique en elle-même. C'est vrai que la solution technique, c'est quand même plutôt moi qui l'a construit et qui l'apporte. Et il y a même certains metteurs en scène avec qui, en fait, j'en parle même pas en termes purement techniques, puisque ce qui leur intéresse, c'est le résultat sur l'écran. Et d'autres, à l'inverse, au contraire, ça passe par une explication très précise, des comparatifs, où on rentre plus dans le cœur de la technique. Alors, Richard Linklater, qu'est-ce qu'il vous a dit justement ? Qu'est-ce qu'il voulait ? La première chose qu'il m'a dite, c'était qu'il voulait que on ait l'impression que le film Nouvelle Vague, celui qu'on allait tourner, avait été tourné en 1959, dans la Nouvelle Vague. D'accord. Qu'on avait retrouvé une vieille copie dans un grenier, qu'on n'avait jamais vu ce film, et que ce film date de cette époque-là. Waouh, petit défi quand même. C'était le challenge, mais bon, très excitant parce que ça ouvre plein de portes, c'est quand même pas l'esthétique qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, donc c'est rafraîchissant. Mais en même temps, il disait qu'il voulait pas faire un film de Godard ou un film de Truffaut, ou il voulait que ce soit un film de Linklater. Ouais. C'est son style, c'est sa façon de tourner. Donc pas de pastiche Nouvelle Vague. Non, pas de pastiche, pas d'objet muséal à l'honneur d'eux. Vraiment un film de Linklater. Mais en revanche, on tourne comme si on avait tourné à l'époque. Ça s'est traduit comment concrètement, d'essayer de travailler dans les mêmes conditions qu'à l'époque ? C'est utiliser les mêmes moyens techniques, donc par exemple beaucoup de caméras épaules. Pas de travelling sur rail, évidemment pas de choses comme on a aujourd'hui l'habitude d'utiliser des gimbals, des stabilisateurs, des steadicam, des grues, etc. Donc rester simple. La seule fois où il y a un travelling dans le film, c'est quand Godard vient visiter le plateau de Melville. Et eux sont en train de tourner une scène d'un film de Melville qui est plus installé avec des gros projecteurs et des travelling. Et on a mis, en clin d'œil, on a mis la caméra sur leur travelling. Et donc dans cette scène-là, il y a un travelling de cinéma, mais tout le reste du film est fait avec une chaise roulante. Ah oui. Pour faire les travelling. On avait des chariots très très simples et on a construit... La méthode pré-shining. Exactement, la méthode pré-shining. C'était exactement ce que disait Richard, c'est-à-dire qu'il disait, en fait, il s'est passé un vrai changement esthétique dans les années 70 sur la façon de filmer, la façon de découper, la façon de bouger la caméra. Et il fallait absolument qu'on comprenne ce que c'était d'être un réalisateur avant cette époque-là. Donc on a regardé beaucoup de films de la Nouvelle Vague et de cette époque-là avec Richard en prépa.
Ça, c'était un moment assez chouette parce qu'on prenait les matinées et on regardait Adieu Philippines, Cléo de 5 à 7, Tirer sur le pianiste, Le Feu follet, tout ça. Et on analysait comment ils filment les scènes de voiture, comment ils se mettent dans les cafés, quand ils ont besoin de bouger, comment ils font. Nous, on analyse avec notre œil moderne. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas l'idée de faire ou qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas dans la narration, quel type de mouvement. Et donc, on se les interdisait alors qu'on les fait. Par exemple, Linklater utilise énormément le steadicam dans ses films, comme dans Before Sunrise, par exemple. Ouais. Et voilà, là, il y avait l'impossibilité d'utiliser ça. Et puis, sur l'aspect lumière aussi, moi, j'ai toujours été passionné par cette époque-là et par Raoul Coutard, Nestor Almendros et la lumière de cette époque-là. Donc, j'avais déjà un peu des idées en tête, mais en gros, c'est extrêmement simple. C'est des petites ampoules balancées au plafond pour donner juste un peu de niveau, beaucoup de lumière naturelle, des simples réflecteurs, quoi. Des bidouilles pour utiliser la lumière de la rue, des pellicules un peu plus sensibles. On s'est obligé à faire ça dans nos décors. Donc pour vous, ça a représenté aussi un changement par rapport à la manière dont vous avez l'habitude de travailler ? Ouais, complètement. Okay. Là, c'était vraiment énormément de limitations dans les moyens techniques et même dans la variété de plans qu'on fait pour une séquence, par exemple, ou le fait de faire un grand plan large avec toute la séquence dans sa longueur, puis de découper champ contre champ, différentes valeurs, etc. On s'est un peu interdit ça, qui n'était pas dans la grammaire visuelle de cette époque-là. Mais c'était extrêmement agréable, en fait, parce que je me rends compte qu'on a quand même des automatismes d'époque. Il y a quand même une forme de pompiérisme ou de style de l'époque qui s'installe et on en est un peu tous victimes, même si on essaie de lutter contre. Et là, par principe de base, on en était éloigné. Donc moi, je l'ai pas pris comme une contrainte. C'est vraiment au contraire libérateur, quoi. Qu'est-ce que ça change de travailler en tant que chef opérateur sur un film qui parle d'un chef opérateur ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'en prépa, il y a beaucoup de questions d'images qui prennent une valeur presque narrative, alors que d'habitude, c'est un peu justement technique ou mis de côté. Là, il y avait vraiment... le projet de photographie d'À bout de souffle fait presque partie de sa nouveauté stylistique à l'époque. Vraiment, la photographie est au cœur du projet. Donc, ça devait l'être aussi pour nous, quoi. Et en plus, au-delà de ça, il y a la personnalité de Raoul Coutard, donc le chef opérateur iconique de la Nouvelle Vague. Il y avait son personnage qui est interprété dans le film. Donc, moi, j'ai rencontré l'acteur. On l'a fait venir aux essais caméra pour qu'il prenne en main le Caméflex, la caméra d'époque, qu'on a retapé de façon à ce qu'elle puisse vraiment tourner, qu'il puisse vraiment l'avoir sur l'épaule avec le bruit du magasin qui tourne. Je lui ai expliqué comment cadrer, et puis on a regardé des images d'archives avec Raoul Coutard pour savoir comment il se tenait, comment il tenait la caméra, de quel œil il cadrait, son attitude. Et puis du coup, c'est vrai qu'il me posait des questions, l'acteur Mathieu Pinchina. En fait, c'est rare qu'on parle de ça, de comment on se tient, qu'est-ce que fait un chef opérateur sur un film, qu'est-ce qu'il regarde quand il rentre dans une pièce, comment il se tient par rapport au réalisateur, quelle attitude il a. Et alors, c'est quoi la réponse ? Qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous arrivez dans la pièce ? C'est ce qu'il fait. Il y a un petit détail comme ça dans une des scènes où il arrive dans la chambre de Liliane David, la petite chambre de bonne au début du film. Il commence par aller allumer les lumières au-dessus de l'évier, de regarder la fenêtre, où est le soleil, et commencer à se mettre un peu dans un axe probable de caméra, quoi. C'est un réflexe que vous avez aussi. C'est vrai, surtout qu'eux, ils ont tourné beaucoup en lumière naturelle et qu'ils devaient s'adapter. Donc c'est vrai que quand on découvre un endroit, tout de suite, on le pense en termes de circulation de lumière et de cadrage potentiel, quoi. J'avais jamais pensé à cette question de avec quel œil on cadre. Vous avez mentionné ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un truc auquel on pense jamais, mais ça a une importance. Disons qu'on cadre majoritairement avec l'œil droit, mais c'est comme il y a des gauchers au football, il y a des gauchers cadreurs, et Coutard cadrait de l'œil gauche. Donc c'est une particularité, un détail qui est dans le film. Il faut effectivement adapter un petit peu le viseur de la caméra pour que ce qui ne sont pas conçus forcément pour que ça marche des deux yeux, quoi. Et il y a énormément de détails. Enfin, je rebondis sur les détails parce que c'est là que Linklater il m'a impressionné, et ses scénaristes, c'est que la précision des détails dans le film, la quantité de petites choses comme ça qu'ils ont retrouvées dans des documents, dans des photos, dans des interviews, il y a beaucoup de choses, de notes qui ont été prises sur le plateau, qui ont été en fait retrouvées. C'est vraiment très, 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 très précis. Je pense qu'on peut voir le film 50 fois et retrouver des détails. Franchement, je pense que le film est extrêmement précis.
Il m'a raconté quand je l'ai interviewé que il se débrouillait pour s'assurer que les prises étaient bonnes en demandant autour de lui puisqu'il ne parle pas français. Et donc je lui ai dit que j'étais très impressionnée par le fait que ça ressemble vraiment à un film français, que c'est totalement fluide. Et donc voilà, il m'a dit qu'à la fin des prises, il allait demander un peu partout, dire toi qu'est-ce que t'en penses ? C'était le cas aussi avec vous, pour communiquer. Quand ils ont fait les répétitions, ils ont répété en anglais. Ils avaient le texte en anglais et ils ont fait plein de fois la scène en anglais, donc c'est là qu'ils trouvaient le rythme, les positions, le sens de la scène. Et ensuite ils jouaient ça en français, donc là il était plus que sur la musique et il faisait confiance un peu aux gens. Donc il y avait quand même la productrice Michelle Halberstadt qui était présente tout le temps et qui faisait le relais, la traduction et puis qui avait un œil sur la mise en scène. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Richard, il lâchait un peu quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que pendant le tournage, il y a un truc qui nous a très étonnés, c'est qu'en fait, quand on faisait une prise, à la fin de la prise, il disait « coupez pas, refaites-la ». Donc on enchaînait sur une deuxième prise, des fois ça pouvait être assez long, et en fait il pouvait faire ça 3, 4, 5, et des fois 10 fois d'affilée, donc les prises duraient une demi-heure, et on se disait mais pourquoi ? Et on sentait que c'était parce qu'il avait besoin d'entendre la musique, il avait besoin de se rassurer, je veux dire, je suis pas sûr qu'il fasse ça sur ses films en langue anglaise par exemple. Là il tâtonnait un peu plus quoi. Ouais, mais en même temps, il n'y avait pas forcément de nouvelle direction entre deux prises, c'était comme un besoin de musicalité. Et est-ce que ça change quelque chose de travailler sur un film qui est en noir et blanc ? Pour moi, en tout cas, c'est une énorme différence. C'est vraiment... Qu'est-ce que ça change ? Ça change la composition du cadre, les lignes de force, la façon de créer des zones claires, des zones sombres et tout ça ne se fait pas de la même façon, quoi. C'est-à-dire que la couleur, il y a quelque chose de plus ancré dans la réalité. La couleur des lumières doit être plus justifiée, c'est-à-dire qu'on sent qu'une lumière chaude va venir d'une lampe, une lumière un peu plus froide d'une fenêtre. Alors évidemment, il y a plein de glissements là-dedans, mais en tout cas, le noir et blanc efface beaucoup de cet aspect-là. Et il y a quelque chose de plus graphique, qui est plus basé sur la composition. C'est comme si l'image était nettoyée de problèmes purement réalistes et qu'on partait sur autre chose. Mais en même temps, la particularité de l'image de la Nouvelle Vague, c'est que c'est pas du tout de l'image expressionniste, ni même classique, et que en fait, elle est quand même extrêmement naturelle. Donc moi, c'est ce que j'aime énormément dans cette époque-là et dans le rendu de cette époque-là, c'est que c'est à la fois stylisé par principe parce que c'est de la photo noir et blanc et que du coup le monde est transformé, interprété, mais en même temps c'est pas un univers théâtral, manipulé, stylisé, c'est brut en fait. Ouais. Oui, c'est pas Nosferatu. Pas Nosferatu, le troisième homme ou. Et voilà, moi c'est ce que j'aime dans les films de cette époque-là et que du coup j'ai adoré faire là. C'est vrai que ça enlève en fait un point de repère à la fois pour le spectateur mais aussi pour vous, puisqu'on n'a plus la couleur pour nous rassurer et pour guider un peu plus notre regard à l'intérieur du cadre, quoi. Oui, voilà, ouais. Vraiment, le cadre s'organise différemment, la lumière circule différemment. Ouais, les costumes ne rendent pas les mêmes contrastes en couleur qu'en noir et blanc. Il y a des couleurs qui s'assombrissent, d'autres qui s'éclaircissent, d'autres qui sont trop proches. Donc, il faut travailler le décor, les peintures, les couleurs, les tissus, les costumes, et aussi le maquillage, de façon à ce que on arrive au contraste et à une matière d'image satisfaisante. On ne ferait pas du tout la même chose en couleur, par exemple. Et donc vous travaillez étroitement avec ces départements-là, justement, avec les costumes, avec les décors, aussi en ayant ça en tête en permanence, quoi. Et d'autant plus que c'est un film d'époque, déjà, et aussi parce que c'est en noir et blanc. Je suis allé, par exemple, plusieurs fois au costume pour prendre des photos en pellicule, argentique, noir et blanc, de leurs costumes, et pour discuter après tirage, de comment sortaient les différents tissus, les matières, et comment les couleurs étaient interprétées. Et donc, en fait, on a un peu vrillé les couleurs de la réalité par rapport aux résultats escomptés, quoi. Oui, et après, à l'étalonnage, vous pouvez régler les contrastes un petit peu du noir, par exemple. Voilà. En fait, on a tourné en couleur. Et dans le processus de passage au noir et blanc, on peut effectivement utiliser les couleurs indépendamment les unes des autres. La fameuse robe rayée, prise unique, là, qu'elle a pendant une grande partie du film, ça, on a travaillé le rendu de ces rayures-là pour que ça soit comme dans un bout de souffle, en utilisant l'étalonnage du bleu, de la rayure bleue de la robe. Et puis, pareil, dans les décors, on utilise certains détails qui vont évoluer au passage en noir et blanc, et ça va aller dans le sens qu'on veut, quoi. Ça arrive qu'il y ait des films
actuels qui soient tournés directement en noir et blanc? Parce que j'ai l'impression que c'est plus souvent ça qui se passe, c'est qu'on va tourner en couleur et qu'après on va transformer l'image Non, en c'est post-prod. possible. C'est encore possible de tourner directement en noir et blanc. Je sais par exemple que les parties noir et blanc de Oppenheimer sont tournées en pellicule noir et blanc. D'accord, encore un 70 puriste. 70 mm. Évidemment, Ouais. puriste de la pellicule. Je voulais vous demander quels étaient vos modèles professionnels. Est-ce qu'il y a des chefs-op, j'imagine Raoul Coutard, en dehors de lui, qui vous inspirent ou que vous admirez particulièrement? C'est vrai que moi, Raoul Coutard, ça a été vraiment un modèle. Disons qu'en tout cas, la liberté de son image à cette époque-là, moi, m'a fasciné et m'a poussé vraiment dans mes premiers essais, dans mes premières envies. Et aussi Nestor Almendros à la même époque, que j'aimais vraiment énormément. Je disrupte ce montage non linéaire pour vous préciser qui sont les réalisateurs avec lesquels ce chef-opérateur a collaboré. En l'occurrence, il a travaillé sur Les Moissons du ciel de Terrence Malick ou Le Dernier métro de François Truffaut. Le livre qu'il a écrit, Un homme à la caméra, c'est un des premiers livres de cinéma que j'ai lu. Ça m'a fasciné, mais aussi pas juste pour le résultat de l'image, mais pour aussi les gens qu'il a rencontrés, les films qu'il a fait, l'époque dans laquelle il a vécu, les basculements qui se sont passés à cette époque-là. Et j'aime aussi énormément Robbie Muller. Paris, Texas de Wim Wenders, Ghost Dog de Jim Jarmusch ou encore Dancer in the Dark de Lars von Trier. Et pour les États-Unis, Gordon Willis. Le Parrain de Francis Ford Coppola, Annie Hall ou Manhattan de Woody Allen. Il y a certains chefs-op ou directeurs de la photo qui sont un peu starifiés. Je pense à Roger Deakins, qui est considéré par certains au même rang que des réalisateurs. Et quand on parle de certains films, comme 1917, on va parler autant de lui et de sa signature sur le film que de la signature du réalisateur. Je pense qu'il y en a une, je suis capable d'aller voir des films rien que pour elle, c'est Claire Maton. Ouais. Vraiment, peu importe le cinéaste en fait. J'aime tellement sa photo que je trouve que tout ce qu'elle fait est sublime. Mais c'est vrai que c'est quand même plus souvent un métier de l'ombre. Mais de toute façon, je pense quand même que l'important, c'est que le style propre du chef-opérateur n'existe pas, s'efface. On voit bien, par exemple, avec Roger Deakins, que de film en film, il a une pensée de l'image qu'il suit. Mais je pense que l'idéal, c'est quand même que l'image vienne du film. Mais c'est vrai qu'on a énormément parlé de lui pour 1917. Et il a eu un Oscar, d'ailleurs, je crois, pour ça, alors qu'il a fait beaucoup de films avant. Très différent. Très différent, avec les frères Cohen, c'est pas du tout le même style d'image, quoi. Et je trouve ça presque un peu mauvais signe qu'on parle de lui à ce point-là sur 1917, parce que je trouve que l'acte de bravoure, de faire un plan séquence, en fait, prend le pas sur la qualité du film. Moi, je préfère, par exemple, son travail sur Noces rebelles, qui est un film beaucoup plus simple, du même réalisateur, mais que je trouve à la photographie magnifique, ou l'assassinat de Jesse James, ou True Grit des frères Cohen. Moi, je trouve que effectivement, lui a vraiment pensé la photographie et il a fait créer un vrai basculement dans l'époque moderne. Moi, je trouve que c'est vraiment un des plus intéressants. Oui, et puis en fait, le travail des chefs-op est souvent quand même associé de très près à une filmographie, parce qu'il y en a beaucoup qui vont travailler avec le ou les mêmes réalisateurs et donc qui vont contribuer aussi au look qu'on associe à un réalisateur. Je pense à Doyle et Wong Kar-wai qui sont quasiment indissociables. Et c'est vrai qu'alors que Deakins, il a travaillé justement avec tellement de cinéastes qu'on peut aussi voir son talent, parce que c'est vrai que je pense pas qu'il ait fait beaucoup de films ratés, mais on voit aussi qu'il arrive à se mettre au service de la vision d'un cinéaste. Et j'imagine que c'est quand même ça la qualité aussi de... Et par exemple, moi j'aime énormément le travail de Hélène Louvard comme chef-opératrice française et son duo avec Alice Rohrwacher, et on voit bien aussi l'intelligence du travail en commun, ou avec ou Elisa Hittman, elle fait aussi partie de des noms que je suivrai assez aveuglément. Et quand je vois son nom à la fin d'un film, généralement je me dis tout s'explique. Mais elle a une capacité à faire des films très différents, comme La vie invisible de Ridley Gusmao, par exemple, qui est vraiment un film splendide. C'est quand même très différent de Maya, par exemple, de Mian Sandler. Mais on reconnaît quand même ses tropismes, on sent que sa personnalité joue beaucoup, quoi. Ouais, je suis d'accord.
Je voulais vous demander si vous aviez des films en noir et blanc préférés. Parce que moi, en tout cas, dans beaucoup de films contemporains, certains de mes préférés sont en noir et blanc. Je pense à Frances Ha, Roma, Cold War. Alors, j'allais citer dans les récents, moi, Cold War, je trouve vraiment que le noir et blanc apporte, décale le film, crée des ambiances qu'on ne voit pas dans d'autres films. Vraiment, j'aime beaucoup ce film-là. Et après, moi, j'ai plus des références de noir et blanc plus anciens. Enfin, en tout cas, les émotions de cinéma, en fait, c'est beaucoup la nouvelle vague quand même. Moi, j'ai adoré, par exemple, Tirer sur le pianiste. À l'époque, c'était vraiment un de mes films préférés. Je trouve que dans Le Petit Soldat, peut-être même plus que dans À bout de souffle, je trouve que c'est très impressionnant. Enfin, vraiment, quand on replace le film dans son époque... Les prises de vue sont vraiment très 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 belles, notamment la scène où le photographe Anna Karina là, dans leur petit appartement, Cléo de 5 à 7, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une grâce dans cette époque-là, vraiment inspirante, splendide. On parlait de Robbie Muller aussi, j'aime beaucoup Alice dans les villes. Mais c'est plutôt des noirs et blancs modernes. J'adore aussi par exemple dans Allemagne année zéro de Rossellini. Et c'est vrai que je suis moins attiré par le noir et blanc de La splendeur des Amberson ou La Belle et la Bête qu'on cite souvent de Henri Alcan. Ça m'émeut moins que... Si je reviens plus en arrière, par exemple, je préfère Tony de Jean Renoir ou La Talente de Jean Vigo, qui ont des choses plus poétiques et moins marquées, moins théâtrales en fait. Je pense que souvent le noir et blanc est associé à un aspect très stylisé et très théâtral du cinéma qui est vraiment pas ce qui m'attire le plus. Ouais, alors que moi je pense que clairement j'aime bien ce genre de film, effectivement, Le Troisième Homme. Même si je trouve qu'il peut y avoir une certaine affectation justement dans des films contemporains qui essayent de reproduire ça, et où ça me paraît parfois un peu inutile. Mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que souvent quand je lis des critiques de films contemporains en noir et blanc, je vais souvent lire un très beau noir et blanc. Oui, et je me demande toujours ce que ça veut dire. Enfin, c'est quoi un noir et blanc qui serait raté par rapport à un bon noir et blanc? Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je me fais la réflexion. C'est drôle. D'ailleurs, je me disais pour la nouvelle vague, ça va être bien parce que c'est. J'ai sans doute dû le dire aussi dans une critique à un moment. Je préfère faire le mea culpa direct, mais c'est vrai que ça veut rien dire au final. Ça veut rien dire. Je pense que c'est juste le fait que l'image, tout d'un coup, est prise en tant que. Comment dire, il peut y avoir dans une image de couleur, on se dit c'est juste pris comme ça, c'est capté, c'est réaliste, il n'y a pas de travail. Alors bon, souvent il y a quand même du travail, mais le noir et blanc, on se dit par principe ça a été travaillé, ça a été pensé, ce qui est en fait pas forcément le cas d'ailleurs. Ah oui, il y a un autre film récent qui est super beau, c'est The Lighthouse. Ah ouais, je l'avais noté aussi de Robert Eggers. Celui-là est très très impressionnant. Là aussi, on est dans quelque chose d'assez stylisé, il me semble. Ils ont utilisé des objectifs anciens, des techniques ils ont tourné vraiment sur pellicule, des techniques d'éclairage aussi plus anciennes. Il y avait quand même ce look un peu suranné, quoi. Mais qui est vraiment très très bien fait, très senti, très organique. Mais d'ailleurs, il a fait une version récente de Nosferatu aussi. Enfin, l'affiliation était assez claire. C'est vrai qu'il est plutôt doué, je trouve, pour ce genre de mise en scène. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que les gens ne soupçonnent pas du tout sur votre métier? Je pense à mes parents, à quoi ils sont étonnés. Ouais, les questions qu'on vous pose encore à Noël, après je sais pas combien d'années de carrière, il y a une incompréhension, peut-être une idée reçue sur ce que vous faites. Ouais, souvent les gens sont étonnés du nombre de fois qu'on refait les scènes. Le fait de devoir, pour une scène de 30 secondes, y passer parfois une journée... et retourner, et refaire des prises, et changer de position de caméra. Et les gens qui viennent assister à un tournage, par exemple, c'est ce qui les étonne le plus, quoi. Mais ils s'ennuient au bout de... Ils s'ennuient, puis ils comprennent pas pourquoi on la refait et pourquoi il y a besoin de ça. Non, il y a peut-être aussi l'aspect post-production. C'est juste que l'image qu'on fait, elle vient d'une préparation, de recherche, elle vient du tournage, mais elle est vraiment finalisée après l'étalonnage, après parfois des interventions d'effets spéciaux. Et il y a toute une part de mon travail qui se passe après le montage. Et c'est vraiment c'est plus que mettre la couche de vernis, justement. C'est presque le moment où les choses prennent forme. Il faut s'assurer que on va plus loin, on pousse les ambiances, on les harmonise et on amène vraiment la touche finale de texture. C'est un travail extrêmement important. C'est pas juste du tournage, quoi. C'est quoi la plus grosse galère que vous avez eue Là, récemment, on a eu d'énormes problèmes de pluie. Ah ouais. Sur L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane de Moustier.
Et par exemple, au Danemark, on tournait dans une église construite par l'architecte de la Défense. Donc, c'était une vraie église avec une circulation assez spéciale de la lumière naturelle. On était extrêmement contents de tourner là. Et vraiment, quand on y a tourné, c'était la nuit, quoi. C'était la pluie, les nuages noirs. Donc là, c'est extrêmement difficile parce que je peux mettre de la lumière artificielle, mais on perd toute la beauté du lieu, on perd la circulation. Enfin, c'était vraiment lié à la scène. Donc ça, c'était un crève-cœur. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de faire ? Par exemple, on vous dit ça va se terminer sur un regard caméra, vous dites alors ça non, moi je ne suis pas la personne pour faire ça. Non. Moi, j'essaye de jamais dire non parce que des fois, je me suis rendu compte que des choses qui me plaisaient pas, plus tard, je les comprenais ou ça avait du sens une fois que le film était monté. Et puis, je trouve que c'est pas à moi de dire oui ou non, donc je fais tout. Je fais tout ce qu'on me demande. Je comprends. Merci beaucoup d'être venu parler de votre métier et de Nouvelle Vague. Et j'incite tout le monde à aller voir ce film en salle. Avec plaisir. Merci beaucoup. I drink your milkshake. You got into Harvard Law? What, like it's hard? C'est pas possible. Il fait au moins 8 minutes. I had a dream about this one. Ça fait comme des pizzas 4 chaussures. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Cette semaine en salle, vous l'aurez compris, pour moi, l'incontournable, c'est Nouvelle Vague de Richard Linklater. Et j'ai pas vu beaucoup d'autres sorties en salle cette semaine parce que j'ai été un peu occupée ces derniers temps. J'en suis désolée, mais parfois la vie arrive. Je n'ai même pas eu le temps de revoir Une bataille après l'autre en IMAX. C'est vous dire à quel point j'ai été busy ces derniers jours. Et donc, je me suis dit que j'allais plutôt vous parler d'un film que j'ai enfin rattrapé. Ce film, c'est K-Pop Demon Hunters de Maggie Kang et Chris Appelhans, qui est disponible sur Netflix depuis juin, donc je suis vraiment à la pointe de l'actualité. It's time. The world will know you as pop stars. But you will be much more than that. You will be hunters. Let's go get these guys. You think we're just gonna let you steal our fans? You're gonna have to fight us for them. Vous le savez peut-être si vous connaissez Ami, j'ai un gros talent pour éviter des énormes phénomènes culturels. Et alors s'il y a un truc sur lequel je ne suis vraiment pas experte, c'est la K-pop. Je dois dire que l'animation, c'est aussi un peu un de mes blind spots. Donc bref, j'ai laissé ce film passer très longtemps jusqu'à ce qu'une avalanche de TikTok me matrixe suffisamment avec la chanson Golden pour que j'ai envie d'y jeter un coup d'œil. Et puis, on a quand même une auditrice, Cybelle, qui m'a dit que c'était son film préféré il y a quelques semaines dans un des épisodes Anaïs vous répond. Ça m'a rendue curieuse et donc je me suis dit qu'enfin, j'allais rattraper K-Pop Demon Hunters. Et j'avoue que j'ai trouvé ça très chouette. Je n'avais jamais écouté un seul morceau de K-pop de ma vie, mais ce qui m'a frappé tout de suite, c'est que c'est un mélange de plein d'influences différentes. Et c'est exactement pareil avec le film, c'est-à-dire que c'est un film d'animation avec de la comédie, de l'action, de la romance, des numéros musicaux. Donc c'est très très riche et très divertissant. Il y a une mythologie qui m'a tout de suite plu, puisqu'on est dans un univers où il y a d'un côté des démons et de l'autre des chasseurs, en l'occurrence des chasseuses de démons. Donc en tant que grande fan de Buffy contre les vampires, j'ai tout de suite retrouvé un petit ADN qui m'a plu. D'ailleurs, il y a des séquences où elles se bastonnent avec les démons, tout en ayant des conversations sur leurs amitiés qui m'ont vraiment beaucoup rappelé Buffy. Et donc, le concept de ce film, c'est que la chasse aux démons se situe aussi dans l'univers de la K-pop, puisque c'est un groupe de chanteuses de K-pop qui est aussi chargé de combattre les démons de cet univers. Et c'est grâce à leur chant qu'elles vont pouvoir les combattre. Et leur adversaire redoutable qui va arriver au début du film, c'est un boys band de K-pop avec des mecs super mignons. Et au milieu de tout ça, il y a une des chanteuses du groupe qui, en fait, cache une partie de son identité et qui est en partie démon. Donc, ça va complexifier un peu tout le récit. Et en face, il y a un des démons du boys band qui, en fait, est plutôt gentil. Et évidemment, les deux vont développer une petite tension sexuelle et romantique qui est très plaisante. La trajectoire de ce personnage principal féminin, en vrai, ressemble beaucoup à la trajectoire de Elsa dans La Reine des Neiges. C'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs qui lui font un petit peu peur et une identité qui la rend différente des autres autour d'elle. Mais évidemment, elle va apprendre à accepter son identité entièrement. Et c'est un message que je trouve toujours très chouette pour un public de 11-12 ans, mais aussi honnêtement pour des gens qui ont 35 ou 65 ans. Apprendre à s'accepter entièrement, c'est pas toujours super facile. Et en fait, ce personnage dans le film, on lui dit qu'il faut cacher ses défauts et cacher ses peurs. Et au contraire, elle va apprendre à utiliser ses défauts et ses peurs comme un pouvoir. Évidemment, c'est super mignon.
L'univers du film fait rêver, je comprends pourquoi il y a plein de gens qui sont devenus fans tout de suite. Déjà, rien que l'appart des chanteuses et leur dressing à 3000 étages, personnellement, m'a fait fantasmer. Ça m'a rappelé les Polly Pocket, en fait. Il y a aussi un chat géant qui est super mignon. C'est très drôle, il y a vraiment beaucoup de passages qui m'ont fait rire IRL. Et puis, c'est un film sur l'amitié, ce qui me plaît toujours. Ça m'a aussi rappelé un petit peu Charlie et ses drôles de dames dans le ton. La musique est aussi très très bien. Et la raison pour laquelle j'ai décidé enfin de le rattraper et pour laquelle j'en parle maintenant, c'est parce que je me demande si Golden, le morceau phare du film, n'aurait pas ses chances pendant la saison des Awards. En tout cas, c'est clairement un énorme tube. And the Golden Globe goes to. And the Golden Globe goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar. Et justement, la saison des Awards progresse. Alors, on est encore tout au début, on est en octobre et les nominations des Golden Globes arrivent fin novembre. Donc, on a encore le temps de voir beaucoup de choses changer. Mais je commence à réfléchir à la musique de certains films. C'est vrai que Golden a tellement saturé la pop culture ces derniers temps et les réseaux sociaux que je peux bien voir le morceau aller jusqu'aux Oscars. Ça me rappelle un peu la chanson Natu Natu de RRR, un film indien qui était sorti il y a quelques années, en 2022, un film génialissime. Et la chanson était devenue cultissime. D'ailleurs, elle avait été performée aux Oscars et elle avait été nommée aussi. Là, il y a un côté phénomène, j'ai envie de dire quand même un peu exotique, c'est-à-dire qu'on sort des standards occidentaux habituels dans les morceaux qui vont se retrouver aux Oscars. Mais c'est aussi un phénomène global, en fait. C'est-à-dire que maintenant, plus personne ne peut échapper à la K-pop, à part moi, visiblement. Mais ça me surprendrait pas que ça permette enfin à ce phénomène musical de s'inviter sur une scène comme celle des Oscars. Après, il y a quand même des grands favoris dans la catégorie meilleure chanson originale. Et pour l'instant, je pense que le film qui part le plus favori, c'est F1, le film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt. Il y a énormément de gros artistes qui ont composé des chansons originales pour le film, et notamment Ed Sheeran, qui est en train de faire campagne en ce moment. Je vous le dis, petit tuyau d'insider, moi, on m'a proposé de l'interviewer pour le film. Donc, clairement, de tous les musiciens qui ont travaillé sur le film, je pense que c'est lui qui a le plus de chance aussi parce que c'est le plus mainstream. Même si, pour moi, c'est le morceau avec Doja Cat qui est le plus mémorable du film. Clairement, là, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt décidé de positionner Ed Sheeran dans la campagne. On n'est pas à l'abri non plus de voir de nouveaux films d'animation qui, généralement, se placent assez bien pour les morceaux originaux. Donc, on aura le temps d'en reparler, mais pour l'instant, je surveille K-Pop Demon Hunters et F1. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé s'il y avait un nombre de films minimum à voir pour les Golden Globes. Non, il n'y a pas de nombre de films minimum à voir, c'est juste qu'il faut vraiment essayer de tout voir. Même si, comme je vous l'avais dit, c'est pas forcément possible physiquement. Moi, en ce moment, je suis en plein dedans. Donc, je vais à des projections Golden Globes le soir pour voir des films. J'essaye aussi d'en regarder au maximum sur la plateforme qui est prévue à cet effet chez moi. Je regarde aussi des séries. Donc, c'est un gros boulot, sachant qu'évidemment, on n'est pas payé pour faire ça. Donc, je dois quand même continuer à faire mon travail à côté. Et sachez que, pas plus tard qu'hier, j'étais à la projection d'un film pour les Golden Globes. Il y avait du champagne et d'excellents petits fours, notamment de très bons croque-monsieur à la truffe. Et ça n'a rien changé au fait que j'ai pas trouvé le film très bon. Donc, je vous rassure encore une fois, je ne suis pas corrompue. Même si je bois du champagne gratuit, ça ne changera en rien mon vote à la fin de la saison. C'est la fin de cet épisode d'Anaïs se fait des films. Merci à David Chamby d'avoir pris le temps de venir parler de son métier et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Dans quelques jours, je repars à l'aventure, cette fois-ci au Festival international de Saint-Jean-de-Luz. Et je n'y vais pas tout à fait en tant que critique ciné, mais en tant que membre du jury de la critique, pour vous expliquer la distinction et pour vous raconter mon expérience. On se retrouve la semaine prochaine. Salut! Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi. Produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.